Alors en fait, les microbes sont, j'allais dire, consubstantiels à la vie sur Terre. D'abord, la vie elle a commencé par des formes plutôt petites, qui étaient microbiennes, bien avant qu'il y ait des formes macroscopiques, comme celles qui nous environnent et que nous pouvons voir. Et justement, comme nous on est gros, on ne voit pas la persistance massive des organismes microscopiques qui sont l'essentiel du vivant. Donc les microbes, c'est aujourd'hui l'essentiel du vivant et ça a été un jour ancien tout le vivant. C'est une complexité incroyable. Il y a plus de 80% des êtres vivants sont dans le sol, ils ne sont pas à la surface du sol. Donc c'est la plus grosse énergie biochimique de l'univers. Et donc du coup, c'est vrai qu'il faut prêter attention à l'ensemble de tous ces acteurs-là pour que ça roule en fait. On peut dire que si l'homme va pas bien, en fait l'ensemble risque d'en pâtir. Si on intègre des animaux dans un organisme qui, eux, ne sont pas bien, ne sont malades, que sais-je, eh bien effectivement l'ensemble de l'organisme aussi va en pâtir. Si on met des plantes aussi qui ne sont pas issues du milieu, ça va modifier forcément l'histoire. Si on amène des micro-organismes qui sont issus d'ailleurs, de laboratoires ou que sais-je, forcément les micro-organismes indigènes, eux, vont avoir du mal aussi. Les falaises d'Étretat, c'est des falaises calcaires qui sont formées au Crétacé il y a environ 90 millions d'années. Falaises gigantesques, on visite ces lieux généralement pour le gigantéisme de ces accumulations calcaires. Bon, c'est aussi joli que le dessin des arches, etc. Mais ces falaises, on les perçoit un petit peu différemment quand on comprend qu'elles résultent de l'accumulation de minéraux formés par des micro-organismes. Entre la microbiologie et la bioindication végétale, on va surtout pouvoir évaluer quelles sont les bactéries présentes ou les micro-organismes présents. Notamment, on va pouvoir distinguer est-ce que ce sont des micro-organismes aérobies ou est-ce que ce sont des micro-organismes anaérobies. Et puis leur dynamique aussi, bien sûr. Donc, grâce à ça, on peut évaluer la microbiologie des sols, on peut savoir ce qui se passe au niveau microbiologie dans les sols. Pendant la fermentation, en fait, vont se multiplier des levures, des bactéries. On va aussi créer des vitamines, dans certains cas des antibiotiques, mais là en microbiologie, donc des levures, des micro-organismes en vraiment une grande quantité de familles, différentes familles. Et ces micro-organismes, c'est ce qui va nous permettre en fait de relancer les sols, un sol pour passer des minéraux que les plantes ne peuvent pas manger. Une plante, comme je dis souvent, ça ne mange pas de cailloux. C'est comme les humains, on ne mange pas de cailloux. On peut manger des sels minéraux. Les plantes peuvent absorber des sels minéraux, mais pas des cailloux, pas des minéraux. Qu'est-ce qui fait passer des minéraux aux sels minéraux? C'est les micro-organismes. C'est donc les micro-organismes qui vont faire ce qu'on appelle la minéralisation. Et c'est cette minéralisation, donc les sels minéraux, qui peuvent être absorbés par les plantes. Si les plantes apportent beaucoup de sucre, ce sont les bactéries qui décomposent les sucres qui sont favorisées. Elles ont beaucoup à manger. Si on apporte beaucoup de lignine, eh ben ce sont les organismes qui composent la lignine et qui sont favorisés, notamment les champignons, puisque ce sont les champignons qui décomposent la lignine. Donc les engrais verts, par ce biais-là, ont une influence sur la composition de l'activité biologique du sol, et on peut, par le biais des engrais verts, piloter, en toute modestie, on peut en tout cas influencer l'activité biologique du sol. Les plantes et les animaux ne vivent pas sans micro-organismes. Les micro-organismes sont nécessaires à la vie du sol, sont la vie du sol. Et si on bombarde des petits morceaux d'ARN, les micro-organismes, souvent, certains, ont une capacité plus importante que les plantes à intégrer les morceaux d'ADN ou d'ARN. Les virus, par exemple, c'est très clair. Les virus permettent de faire du transfert horizontal de gènes, ouais. Et les micro-organismes peuvent aussi plus facilement transporter ces choses-là, interagir. On est dans un monde plus petit et dans lequel en fait, l'ARN peut être beaucoup plus perturbant à la limite que pour les plantes. Les bactéries ont des qualités qu'on retrouve en physique quantique, le comportement collectif, une espèce d'état de cohérence, voilà. On s'est rendu compte que les bactéries avaient un quorum. Quorum, c'est le terme qu'on utilise quand il y a une poignée d'individus éveillés qui vont prendre une décision pour la collectivité. Et donc il y a des bactéries qui vont apprécier le degré d'éléments nutritionnels et elles vont fonctionner pas trop pour que la collectivité puisse survivre. Et on s'est rendu compte que des bactéries un peu parasites n'ont pas de quorum. C'est-à-dire elles ne respectent pas la collectivité, elles sont pleinement égoïstes. Et je suis surpris que même dans les analyses officielles, on ne recherche
pas ces bactéries symbiotiques dont les bactéries lactiques en font partie. On les recherche très peu. On recherche essentiellement s'il y a des bactéries pathogènes, c'est-à-dire qu'ils sont déjà du 3e stade. Et c'est un peu tard. Hein, entre nous, c'est un peu tard parce que si vous avez un substrat dans lequel vous mangez une substance, même si vous l'avez irradiée, vous l'avez détruite, que physiquement on ne peut pas la trouver. Mais là, Béchamp, il l'avait très bien dit, vous incorporez un milieu qui n'est pas favorable à la vie, donc aux bonnes bactéries. Quelle place ont occupé les aliments fermentés dans les civilisations? Ça a occupé vraiment de grandes places. Déjà, comme je l'ai dit, ça permettait d'avoir de la nourriture pour l'hiver, pour la mauvaise saison. Ça permettait d'avoir aussi une nourriture qui est encore plus nourrissante, encore plus bénéfique nutritionnellement parlant. Donc ça a permis déjà à des civilisations de subsister lors de périodes difficiles, je sais pas, des périodes de pénurie, d'épidémie, de guerre, de tout ce qu'on veut. Donc ça a permis aux gens d'avoir à manger dans ces moments-là et d'avoir à manger une nourriture de qualité. Donc c'est très important. Je pense que l'aliment fermenté a permis à l'être humain de survivre justement dans la préhistoire à des moments vraiment compliqués. Ensuite, les civilisations ont intégré ces aliments, par exemple dans les religions. Il y a plein de religions où l'aliment fermenté c'est une offrande aux dieux, parce que comme c'est ce qu'on a de meilleur, ce qu'on offre aux dieux, c'est ce qu'on a de meilleur en général. Hein. Bon, dans la religion chrétienne, les aliments phares, c'est le pain et le vin, c'est des aliments fermentés. Mais dans d'autres civilisations du monde, c'est pareil. Hein. En Amérique du Sud, c'était le cacao qui était fermenté, qui était une boisson fermentée et qu'on offrait aussi aux dieux. En Asie, c'est le vin de riz, etc. Enfin, partout, il y a ce côté un petit peu sanctuarisé, disons, de l'aliment fermenté. En fait, on a fait du biomimétisme avant même de savoir ce que c'était que le biomimétisme, et on l'a fait avec des microbes avant même de savoir ce que c'était que des microbes. On a réinventé par nos gestes alimentaires, notamment lors de l'émergence au néolithique d'une alimentation agricole, on a fait appel aux microbes sans les connaître pour les mêmes rôles que ceux qu'ils remplissaient déjà dans notre tube digestif. Alors en ce sens, effectivement, on peut dire que les microbiotes qui peuplent les aliments fermentés sont notre microbiote culturel et sont une extension de notre microbiote biologique. Donc la fermentation, activité enzymatique, c'est la vie tout court. Dans la fermentation, on va diminuer la part organique et on va augmenter la part minérale. Donc on va être plus sur le terroir. La fermentation, elle va attaquer la matière organique. Au cours de cette transformation, il y a énormément de gaz carbonique qui s'en vont, donc de l'organique. La part minérale dans le vin va être de plus en plus importante au fur et à mesure de la fermentation. Dans un fromage, ça va être pareil. Au fur et à mesure que les levures et les lactobacilles vont attaquer le lait, ils vont dégager beaucoup de gaz carbonique et donc la minéralité du sol où se nourrit la vache ou de la chèvre ou de la brebis va s'exacerber. La notion de minéralité, quand on déguste un vin, les gens la décrivent d'une certaine manière. Cette minéralité, de dire le toucher de bouche, eh bien on a une sensation par exemple de très tendu, de quelque chose qui vous tend. Là, très souvent, le terroir en profondeur était un terroir de roches, de cailloux peut-être fissurés. Et ça, si vous goûtez le raisin, qui n'est pas fermenté, vous ne le trouvez pas. Et aussi, on a tous des tests de panification en collaboration avec les meuniers et les agriculteurs pour tester bien évidemment la farine, donc les céréales et donc qui devient farine, pour voir si l'année d'après ça peut être intéressant de la proposer, si on peut faire des mélanges de céréales pour avoir un bon résultat au niveau organoleptique, donc au niveau des goûts, au niveau des saveurs, au niveau bien évidemment aussi du rendu final du produit. En fait, parfois il y a ce sentiment de solitude chez des meuniers paysans, des agriculteurs qui vont faire des céréales de population, parce qu'ils disent peut-être qu'il y aura personne qui va utiliser cette farine, c'est difficile à travailler, etc. Et en fait, le but, c'est vraiment de travailler et montrer qu'on peut panifier l'impanifiable. Développe-le, mais je pense que là... agro-silvo-pastoral, c'est-à-dire le champ, la forêt et l'élevage, c'est la seule façon de faire une agriculture durable. Et oui. Parce que la bête, en partie la vache, les bovins, les ruminants, apportent au sol une microflore bien particulière qui stimule la microflore du sol.
Attention, hein, là je ne parle pas d'élevage industriel, ça l'élevage industriel c'est une catastrophe pour l'agriculture. Mais si on veut faire une agriculture durable, il faut absolument qu'il y ait des pâtures, et parce que la pâture permet de faire une rotation. C'est-à-dire que quand le sol est sous pâture, il y a les bêtes qui laissent leurs excréments, qui ruminent, qui font travailler toute une microflore dans le sol, et quand ensuite vous changez la pâture, vous mettez des céréales, vous allez avoir une très belle production de céréales. La question subsidiaire à laquelle on ne pense pas, c'est est-ce que l'agriculture sans élevage existe ? On pourrait dire que non, d'une certaine façon, parce que moi qui n'ai pas eu d'animaux au sens de l'élevage habituel, j'en avais plein dans mon sol. Mon cheptel à moi, il est dans le sol, hein. Ce sont les vers de terre et toutes les bestioles qui y vivent. Donc l'agriculture sans élevage est possible, oui, mais sans élevage absolu, non. Notamment une chose qui est connue en élevage, que ce soit porcin ou bovin, c'est des fossalisiers qui durcissent. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de vie microbienne, il y a un durcissement de la matière. Et on s'est rendu compte, quand on résolve les problèmes électriques et de géobiologie, rapidement, ça demande quelques minutes, on commence à voir des bulles qui se font dans les lisiers. Donc on imagine qu'il y a un phénomène soit chimique qui se déclenche, soit un phénomène microbien qui se met en route. Et au bout de quelques jours, on se rend compte qu'il y a des fossalisiers qui sont devenus liquides avec très peu d'odeur. Un autre exemple, c'est le cas de ces bactéries qui forment à l'intérieur de leurs cellules des particules riches en fer et qui forment donc ces petits oxydes de fer. Donc ces particules d'oxyde de fer ont des propriétés magnétiques assez remarquables et leur servent d'aimants. Ce sont en fait des aimants et ces aimants servent à ces bactéries à repérer les lignes de champ magnétique qui sont créées par la Terre. Et je pense qu'il y a une réciprocité entre ces micro-organismes qu'on ne retrouve pas tous dans les ferments de plantes et les constituants du sol, qui permettent justement, comme je disais, cette forme de susceptibilité magnétique. Donc c'est comme une cadence, c'est comme une horloge, qui permettent justement aux micro-organismes de se démultiplier. S'il n'y a pas cette énergie, les micro-organismes ne peuvent pas se démultiplier. Et ça, c'est très important. J'ai pour habitude de dire qu'entre les magnétosomes qui constituent le noyau cellulaire de certaines de ces bactéries et certains constituants des roches, c'est la colle de la vie en fait. C'est ce qui permet à ces bactéries de se démultiplier au travers de cette énergie qui est dégagée par le sol en fait. Donc la force des bactéries, je dirais, c'est qu'elles ne peuvent pas tricher puisqu'elles sont en résonance avec le mouvement de l'univers. J'avais trouvé il y a quelques années une citation étonnante de Pasteur qu'on ne s'attend pas à lire, qui dit la chose suivante: « Je crois à une influence cosmique dissymétrique qui préside naturellement et constamment au principe essentiel immédiat de la vie, et par conséquent, les espèces des règnes de la vie sont, dans leur structure et leur forme, en relation avec les mouvements de l'univers. » C'est assez étonnant. Donc, il veut dire par là, c'est que les formes, les structures vibrent à l'unisson de l'univers, quoi. Et que peut-être c'est ça qu'il faudrait comprendre, c'est qu'on ne peut pas se passer de la nature ou du cosmos. La Terre n'est pas un système isolé. Et que le jour où l'homme oublie sa dépendance à la nature et au cosmos, il disparaîtra, quoi. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça.